Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue sur CETV, la chaîne télé du club Entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous sommes accueillis à Darja d'Hôtel & Spa. Je vous rappelle que vous pouvez voir nos émissions sur les chaînes YouTube et Facebook, le club Entrepreneur Télé, ainsi que sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine, ainsi que sur notre site web, leclubentrepreneur.tn. Alors, qui est notre invité aujourd'hui ? Je sors ma fiche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je n'ai pas envie de me tromper. Donc, elle est activiste dans le domaine du développement et de l'inclusion financière et sociale. Elle est entrepreneur social reconnue par la Fondation Schwab et le Forum économique mondial en 2010. Elle a reçu en 2019 le prix de l'excellence de la femme arabe de la Fondation Takrim pour ses performances économiques et sociales. Alors, vous avez reconnu sans aucun doute notre invité pour aujourd'hui. Il s'agit d'Asma Benahmida, qui est à la fois présidente de l'ONG Enda Interarabe et Endateo. Asma Benahmida, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, comment va s'articuler l'émission au cours de la deuxième partie? Nous allons parler de vous, Asma Benahmida, mais avant ça, on va parler d'Enda. Alors, pour parler d'Enda, bien évidemment, il va falloir donner des chiffres, il y a beaucoup de chiffres. Enda, c'est 488 000 clients actifs, principalement des femmes, un encours de 1350 millions de dinars, 5,1 millions de prêts accordés, 109 agences, 2000 employés. Rappelons qu'Enda Temwil est aujourd'hui la plus grande institution de microfinance en Tunisie et classée parmi les IMF les plus performantes en Afrique, mais pas que, même dans la région MENA. Durant les 30 années en Tunisie, Enda a permis, ça c'est un sacré chiffre, à plus de 1 million de micro-entrepreneurs tunisiens dans les quartiers populaires et les zones rurales, dont 59% de femmes et 32% de jeunes, de lancer, de se développer, de développer leur micro-entreprise, bien évidemment d'améliorer ainsi leurs conditions de vie et de contribuer à l'économie du pays. Et Enda va célébrer son 35e anniversaire. 35 ans déjà, Asma Benahmida. Tu as tout dit. Ça, on arrête l'interview alors. Justement, Enda n'est pas que chiffres. Bon, peut-être je devrais rappeler que c'est le pionnier de la microfinance et les gens se demandent pourquoi, parce qu'effectivement, Enda a introduit la microfinance selon les bonnes pratiques internationalement reconnues en Tunisie, donc dans les années 95. Au fait, carrément, Enda a commencé en 90, mais on a introduit le microcrédit en 95. Pourquoi je parle de microcrédit et pas de microfinance? Parce qu'effectivement, la microfinance, c'est tous les services financiers dont bénéficient les populations défavorisées, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Aujourd'hui, on n'offre que des microcrédits et récemment, on a commencé à offrir la microassurance et bientôt, on a aussi commencé le paiement mobile. Donc, l'idée, c'est l'inclusion financière, c'est permettre aux populations défavorisées d'accéder à tous les services financiers comme vous et moi. C'est ça la définition de la microfinance. Qu'est-ce qui manque à la microfinance, à la panoplie pour qu'elle soit complète? C'est l'épargne, c'est la micro-épargne. Malheureusement, la loi en Tunisie ne le permet pas encore, mais le jour où elle va le permettre, on va encourager des milliers, des millions de jeunes et de femmes à épargner leurs sous dans un lieu sûr et qui soit rémunéré. C'est toute la différence. Et cela permet aussi aux institutions de microfinance de ne plus avoir recours
aux emprunts bancaires et donc réduire le coût de l'argent et des ressources et donc réduire le taux facturé aux populations pauvres. Voilà toute la différence. Donc oui, vous avez tout dit, tous les chiffres, mais derrière les chiffres, il y a des hommes, des femmes, des jeunes qui ont bénéficié de nos crédits, qui ont créé leur entreprise. Et je suis très fière de dire que je suis encore vivante pour rappeler qu'en 92, quand je faisais ma première enquête à Hayt Tadaman, il n'y avait pas de femmes derrière un comptoir. Il n'y avait pas de femmes micro-entrepreneurs. Et c'était ce qui nous a poussés à développer, à ramener ce concept que nous n'avons pas inventé, heureusement ou malheureusement, et que nous avons vu et testé ailleurs. Et on s'est dit que ça vaut le coup de l'introduire en Tunisie, de le tester avec les populations défavorisées dans les quartiers populaires, en commençant par Hayt Tadaman, Mnihla, Douar-Hichr, etc. Et en le développant à partir de 2007 dans les régions rurales, parce que c'était presque impossible pour nous. À l'époque, on n'y croyait pas. Comment on va donner des crédits dans les zones rurales où l'agriculture est risquée, où on pense toujours que les paysans sont risqués, mais avec une étude en 2006, on avait découvert qu'il y avait plein de petits producteurs qui avaient besoin de 1000 dinars, pas plus, des crédits de 1000 dinars pour pouvoir développer leurs activités agricoles. Et donc, Enda a tout testé. On a commencé par les femmes. Vous allez me dire pourquoi les femmes? Pourquoi vous avez commencé presque à 100% femmes? Au fait, c'est parce que les femmes ont été privées pendant des siècles de l'accès au capital. Et tout cela est venu à partir de mes entretiens avec les femmes. Quand on était à Hayt Tadaman, elles venaient accompagner leurs enfants pour les activités culturelles. Et je posais la question, pourquoi vous ne travaillez pas? Ah, mais parce qu'on n'a pas accès à l'argent. Mais vous pouvez emprunter auprès de votre frère, de votre père. Ah non, non, c'est fini. Plus personne ne prête dans la famille. Donc, je me suis rappelé à ce moment-là mes interviews, mes écrits et mes lectures sur Mohamed Younes et la Grameen Bank. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi on n'essaye pas? Et c'est à ce moment-là qu'on avait commencé. Je veux rappeler quand même que je ne suis ni financière, ni gestionnaire. Et on s'est lancé dans cette aventure. Et si vous m'aviez demandé à ce moment-là tous ces chiffres, vous allez arriver à ces chiffres, je vous aurais dit non. Parce qu'on voyait tout petit et on commençait tout petit, mais au fait, avec le temps, on avait compris qu'on peut accorder beaucoup de crédits et que c'est un phénomène de solidarité entre les populations, entre les régions urbaines et les régions rurales, entre les hommes et les femmes, entre les générations, entre les populations déjà retraitées, si on veut dire, chez Enda, parce que nous sommes arrivés à la 3e génération aujourd'hui, et les plus jeunes. Et j'ai trouvé que ce mouvement, ce phénomène est très très beau, parce qu'il permet aux Tunisiens, qui sont, rappelons-le, les enfants de Alissa, Didon, donc ils sont entrepreneurs dans le sang. Et ces gens ont juste besoin d'un coup de pouce. Et dès qu'on a commencé à parler de microcrédit, vous avez une panoplie d'activités qui se sont développées, vous avez de la créativité, de l'innovation, de toutes sortes chez les femmes au début. Et ensuite, bien sûr, avec le temps, j'ai demandé aux femmes, en utilisant la vraie démocratie, est-ce que vous voulez qu'on accorde des crédits aux hommes? Et elles ont toutes répondu oui, bien sûr. Oui, parce que ces hommes, ce sont nos enfants, nos pères, nos frères. Et au lieu qu'ils restent dans les cafés en train de siroter leur thé, de jouer aux cartes, on aimerait bien qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Ce n'est pas pour dire que c'est grâce à Enda, mais on a contribué à ce que vous voyez aujourd'hui dans tous les quartiers populaires, ce foisonnement d'activités, de toutes sortes d'activités entrepreneuriales, aussi bien par les femmes, lancées par les femmes, que par les hommes, et dans beaucoup de cas, des entreprises familiales, carrément. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, nous avions commencé avec ce qu'on appelle, dans le jargon de la microfinance, les activités génératrices de revenus, les AGR, que nous soutenons toujours. C'est-à-dire que la moyenne des crédits est de 1000 dinars, pas plus. Je me rappelle qu'on avait donné des crédits de 50 dinars et de 100 dinars pour faire
du pain mlewi. On n'avait pas besoin de plus que ça. Et aujourd'hui, je suis fière parce qu'on a dans les ménages que nous avons financés des jeunes qui malheureusement n'avaient pas terminé leurs études et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Après, on va venir au rôle de la formation et de l'encadrement. Et donc, pour moi, cette nouvelle génération, c'est une génération qui va avoir une meilleure qualité de gestion de l'entreprise, puisque c'est des jeunes qui sont formés, qui ont été à l'école et qui, plus ou mieux que leurs parents, savent quand même négocier, gérer et qui peuvent développer leurs entreprises. À côté de l'entrepreneuriat, la microfinance finance aussi ce que la loi appelle l'amélioration des conditions de vie, ce que moi j'appelle un investissement social, c'est-à-dire le crédit pour l'éducation et le crédit pour l'amélioration du logement. Pourquoi on avait fait ça? Tout simplement parce qu'on avait remarqué un détournement de l'argent. Quand vous donnez à une famille 1000, 2000 dinars, vous voyez qu'une partie va à la micro-entreprise, une partie va pour payer les fournitures scolaires, par exemple. Et nous avons aussi observé, par ailleurs, 110 000 enfants quittent l'école chaque année en Tunisie. C'est terrible. Et quand on pose la question « pourquoi ?», c'est toujours la même réponse, on n'a pas les moyens. On ne peut pas envoyer 3 ou 4 enfants à l'école, donc on retire. Et qui on retire en premier lieu? Les filles. Donc on s'est dit, c'est un investissement social, on va accorder le prêt Talim, qui est destiné aux fournitures scolaires et à toutes les dépenses pour l'école, et aussi l'amélioration du logement. Donc voilà à peu près, aujourd'hui, quand on dit que ENDA a donné 5 millions de prêts et de la valeur de 11 000 millions de dinars, c'est pas peu. Quand on regarde aujourd'hui l'impact que ENDA a fait sur l'économie, sur les quartiers populaires, sur les conditions de vie de ces populations, on peut dire que vraiment la microfinance est un outil utile, pérenne, solidaire, parce qu'il permet cette solidarité et qui permet surtout de redonner à ces populations la dignité, et surtout aux femmes. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi j'ai accordé la priorité aux femmes? C'est parce que je me suis souvenue de quand j'étais enfant, je voyais comment les femmes priaient leurs parents, le père, le mari, le frère, pour lui donner de l'argent, pour pouvoir dépenser. Aujourd'hui, les femmes sont autonomes, elles sont dignes, elles ont leur argent, elles ont leur budget, et elles sont, au fait, des ministres des Finances de leur famille. Et c'est ça ce qui me plaît. Et je vois aujourd'hui l'impact sur la famille en termes d'éducation, de santé et même d'épanouissement personnel. Waouh, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et surtout qu'au départ, c'était ENDA Interarabe, puis est venu ENDA Tamwil. Maintenant, j'apprends qu'il y a ENDA Tao. Il y a d'autres ENDA aussi qui arrivent. Académie ENDA. D'accord. Et le groupe ENDA. Le groupe carrément, d'accord. En fait, l'idée, ce développement... Au fait, ENDA Interarabe, c'est l'ONG, c'est la mère. On a commencé comme une association, une toute petite association. Et comme j'ai dit, on a commencé avec des activités écologiques, des activités sociales, et puis le microcrédit. Quand on a vu que le microcrédit prend beaucoup de place, on a décidé de se consacrer au microcrédit. En 2016, l'ONG ne peut plus emprunter beaucoup d'argent. Il y avait un problème de ratio. Donc il fallait filialiser les activités de microfinance à une société et faire appel à des actionnaires. On a séparé les deux institutions. ENDA Interarabe, l'ONG, est resté l'actionnaire principal de l'institution de microfinance ENDA Tamwil. Et c'est la garantie que nous allons veiller à ce que la microfinance s'intéresse surtout aux populations exclues et défavorisées, notamment les femmes, les jeunes et les agriculteurs. Si vous séparez le financement chez Tamwil, voilà. Alors qu'au départ, le financement était chez ENDA Interarabe, que fait ENDA Interarabe? ENDA Interarabe aujourd'hui, elle s'occupe de l'accompagnement, de la formation, de l'éducation, de la culture, tout ce qu'on peut apporter comme plus
à ces populations défavorisées dont elles sont privées, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est en train de tâtonner, hein. On s'est dit, tiens, la deuxième génération d'entrepreneurs a besoin d'être formée et encadrée, coachée, comme on dit en anglais. Donc, c'est ce que l'ONG fait aujourd'hui. Mais attention, c'est devenu tellement important ce côté et c'est devenu tellement professionnel que l'ONG toute seule ne peut plus le faire. Donc, on est en train de lancer une académie de l'entrepreneuriat, et je vais vous dire pourquoi, et l'ONG va rester ce laboratoire d'innovation, de créativité, où on va tester des méthodologies et des concepts de développement, et après, on les envoie dans d'autres sociétés. Par exemple, l'appui à la commercialisation. C'est connu, tous ces entrepreneurs dont on parle tout à l'heure, on a à peu près 15 000 artisans et artisanes dont Enda Tamwil n'ont pas accès au marché, n'arrivent pas à vendre leurs produits. Donc c'est Enda Interarabe qui leur fournit l'apprentissage et qui leur fournit les espaces, les foires, pour vendre leurs produits et qui les appuie aujourd'hui à améliorer la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, on va lancer un super projet pour mettre à niveau l'artisanat, les produits de l'artisanat, j'espère en collaboration avec l'Office de l'artisanat, pour pouvoir donner la possibilité aux artisans, femmes et hommes, de mieux faire, de produire de meilleurs produits et de les exporter, parce que le marché quand même est petit. Donc l'ONG, c'est aussi un nouveau phénomène. Nous avons remarqué un engouement pour l'entrepreneuriat et on avait trouvé des méthodologies encore importées de l'étranger, hein, de l'international, pour insuffler l'esprit entrepreneurial chez les enfants, chez les jeunes, chez tous ceux qui veulent. Et donc, on commence par les écoles primaires. Donc, c'est des concepts que nous avons ramenés de l'international et que nous sommes en train de mettre en pratique avec les écoles primaires et le ministère de l'Éducation pour une formation entrepreneuriale, citoyenne, pour changer l'esprit de l'enfant, pour en faire un bon citoyen qui pense à devenir entrepreneur demain, et comme ça tu résous le problème du chômage. Le même programme, il est aussi disponible pour les lycées, nous n'avons pas encore commencé. Par contre, nous sommes sollicités par les maisons de jeunes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 110 000 jeunes et enfants qui quittent l'école chaque année. Où vont-ils? Ils vont dans les maisons de jeunes, entre autres. Donc, Enda est sollicité pour former les animateurs des maisons de jeunes et les jeunes eux-mêmes pour changer leur mentalité. Donc, vous voyez, ce qu'on fait, c'est un travail de fond pour changer les mentalités et donner l'envie aux jeunes de devenir des acteurs, des citoyens, des acteurs de la société, de l'économie tunisienne, et ne plus continuer à compter sur l'État. Ah, moi, j'ai pas de travail, je suis chômeur depuis 10 ans, j'attends que l'État me donne un travail. Eh bien, c'est fini. Ce langage, on doit l'enlever, il doit disparaître. Aujourd'hui, on est en train de former les jeunes, de se lever le matin, de se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ?» et pas « Qu'est-ce que le pays va pouvoir faire pour moi ?» Donc, c'est une des raisons pour laquelle l'ONG développe ces produits dans le laboratoire. Et ensuite, notre idée, c'est que l'Académie va prendre la relève et elle va former les nombreux instituteurs, inspecteurs, professeurs. Et tout ça, vous allez me dire, vous n'allez pas transformer les 12 millions de Tunisiens en entrepreneurs, mais si on en transforme 3 millions, 4 millions en entrepreneurs, pourquoi pas? Et à ce moment-là, on résoudra le problème du chômage, le problème de la pauvreté, le problème de compter sur l'État, de cette mentalité d'assistanat où on attend... Et de toi, Enda t'aidera. Voilà, exactement. Alors, vous m'avez posé la question sur la troisième institution, c'est Enda Tao. En fait, c'était un département de Enda Tamwil. Là aussi, vous ne pouvez pas ne pas copier ce qui se passe dans le monde. Quand je vais au Kenya, en Tanzanie, je trouve toutes ces bonnes femmes de la microfinance qui utilisaient le téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on n'a plus de cash. On utilise le téléphone pour payer les factures, pour faire le airtime. Et c'est ce qu'on a fait. On avait demandé l'autorisation de créer un établissement de paiement. La Banque centrale a finalement mis en place une loi sur les établissements de paiement. Et cela nous a permis. Donc, notre objectif essentiel, ce n'est pas de faire de l'argent. C'est vrai que c'est une entreprise,
mais c'est une entreprise sociale. La première chose qu'on rêve de faire, c'est que les 500 000 clients de Enda n'utilisent plus de cash, utilisent le téléphone pour rembourser leur crédit, pour payer leurs factures et pour épargner un de ces jours, pour payer bien sûr aussi tous leurs frais, les frais de les fournisseurs. Voilà, exactement. Tout à l'heure, je vous ai dit que Enda Interarabe est l'actionnaire principal de Enda Tamwil, de l'institution de microfinance. Elle est l'acteur principal et l'actionnaire principal de Enda Tao, de l'établissement de paiement. Donc, le modèle Enda, c'est que les dividendes, les bénéfices qui reviennent à l'ONG, l'ONG ne distribue rien du tout, il ne faut pas l'oublier. C'est l'argent du peuple. Donc, les dividendes distribués, on les réinvestit dans des services pour la population. C'est comme ça qu'on peut financer l'éducation, parce que l'éducation doit être gratuite. C'est comme ça qu'on peut financer la formation gratuite ou semi-gratuite, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on va financer aussi la culture. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui demander aux populations de financer leur formation pour devenir entrepreneurs. L'idéal, c'est que vous le financez, et c'est financé par Enda Interarabe. Au fait, ce modèle consacre une très belle idée. Laquelle? C'est que les pauvres financent leur propre développement. Ils nous ont permis de concocter ensemble un modèle, de développer ensemble les produits qu'ils veulent, parce que je vous ai dit, le prêt talim, le prêt logement, c'est eux qui l'ont demandé. La micro-assurance, c'est eux qui l'ont demandé. Aujourd'hui, tous les micro-entrepreneurs sont assurés. Leurs prêts, ils ont assuré assurance vie, et aujourd'hui, on est en train de négocier pour leur apporter l'assurance santé. Donc, aujourd'hui, ils peuvent demander aussi les loisirs, la culture, l'accès à la culture. Donc, aujourd'hui, Enda offre aussi la culture gratuite pour ces populations. Tout ça vient de ce modèle, de cette restitution des fonds. C'est comme s'ils ont épargné auprès de Enda. Enda, donc, a financé toutes ses dépenses pour le personnel. N'oubliez pas que Enda Tamwil emploie 2000 personnes. Les 2000 personnes sont tous des jeunes qui viennent des quartiers populaires et des zones rurales. Ce sont les enfants de ces clients ou de ces populations qui ressemblent à nos clients. Donc, vous allez me dire, c'est quoi tout ça? Tout c'est un peu... Mais en fait, moi je trouve que c'est ça la beauté de ce modèle que nous sommes en train de développer et de vouloir documenter et montrer l'impact de ce modèle pour les pays arabes et les pays d'Afrique. Et de là vient l'idée du groupe. C'est quoi ce groupe qu'on veut? Comme nous avons plusieurs institutions, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne crée pas un groupe social? La loi n'existe pas pour un groupe social, le modèle n'existe pas en Tunisie. Je l'ai vu un peu au Pérou, aux Philippines, je pense au Cambodge. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et au fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut montrer aux privés et aux hommes et femmes entrepreneurs qui ont la possibilité de penser aussi au social. La RSE. Voilà, la RSE, parce que là aussi, j'ai oublié de vous dire que Enda Tamwil finance la réhabilitation des écoles primaires. On a mis 10 millions de dinars dans la réhabilitation d'écoles. Donc ça, c'est un modèle que nous voulons aussi donner aux autres. Mais c'est surtout un autre modèle qu'on aimerait faire. Les jeunes aujourd'hui, quand ils pensent à se lancer, à faire de l'entrepreneuriat, pourquoi ils ne pensent pas à une entreprise sociale? Parce qu'en fait, vous m'avez dit, c'est quoi ce groupe et c'est quoi Enda? Le tout, c'est une entreprise sociale. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Younous, encore une fois, appelle le social business. Au fait, c'est quoi? Vous faites une société, vous gagnez de l'argent, parce qu'il faut bien vivre. Parce que pas parce que vous servez les pauvres que vous ne devez pas bien vivre. Vous devez bien vivre, gagner, mais pas trop gagner. Et quand vous gagnez trop, il faut restituer une partie aux populations pauvres. Et donc, c'est un peu le concept que nous avons mis en place pour pouvoir changer un tout petit peu notre société, améliorer un tout petit peu les concepts de notre société et éloigner un peu le fait de compter beaucoup sur l'argent.
le matérialisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes d'aujourd'hui ne pensent pas uniquement à l'argent? Voilà. Très bien, je crois qu'on a beaucoup parlé de Enda et donc il est grand temps maintenant de parler de Asma Benhamida, la personne, le leadership, la manière de manager et tout ça, tout de suite après ceci. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. C'est la deuxième partie de l'interview de Asma Benhamida que nous avons enregistrée au Darjeld Hotel and Spa. Je rappelle que vous pouvez nous voir sur les chaînes Facebook et YouTube Le Club Entrepreneur TV, ainsi que sur les chaînes de notre média partenaire Entreprise Magazine et sur notre site web leclubentrepreneur.tn. Alors, Asma Benhamida, on va parler de vous maintenant. Je rappelle que tout d'abord, vous avez fait des études d'histoire géo. Histoire géo à la microfinance, waouh, c'est un gap. Ouais. Oui, mais effectivement, je suis victime du système de l'enseignement de l'époque. Il n'y avait pas d'orientation. Et en fait, parce que je ne voulais pas étudier, je voulais être actrice. D'accord. Je voulais être chanteuse. Et je suis née à la mauvaise époque. C'était pour une petite fille d'Akouda, il est impossible de devenir artiste. Donc, il fallait choisir quelque chose. À l'époque, pour une femme, il faut être professeur, ingénieur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas professeur? Et c'est mon oncle, qui était professeur de géographie, qui a choisi pour moi. Il m'a dit, tu verras, la géographie t'ouvrira toutes les portes du monde. Et il avait raison. Donc, j'ai enseigné dans les lycées, mais en même temps, Bourguiba a fermé l'université en 1972, et cela m'a permis d'aller tester la vie active. Et je me suis présentée au concours de journaliste-reporter de la télévision. À l'époque, c'était la radio-télévision tunisienne. Et j'ai gagné le concours. On était 100 et quelques. Nous étions, ceux qui ont gagné, c'est 13, dont 3 femmes. Donc j'étais une de ces femmes qui a réussi à donner l'information ou lire les informations à la télévision, à écrire les dépêches, bien sûr, et passer à la télévision en arabe, donc au journal télévisé arabe. Et la faculté a ouvert ses portes en septembre. J'ai dû revenir passer mon examen, j'ai réussi, et je me suis trouvée journaliste, pigiste, stagiaire. J'ai dû renoncer à la télévision et aller enseigner. Après, je suis revenue à la télévision pour le journal télévisé français quand même. Comment de la géographie au journalisme? Donc j'ai pris goût au journalisme, même si à l'époque, ce n'était pas du vrai journalisme. Mais cela m'a donné une envie de faire autre chose. J'ai compris aussi que je ne pouvais plus rester dans ce pays
où je voulais faire plus que ce que je faisais. Chanter Non, vraiment pas vraiment. En fait, je suis partie faire des études en urbanisme. D'accord. À Créteil, en France, à Paris. Et j'ai commencé une thèse sur l'habitat social. Et en fait, je suis allée à New York avec un ami pour 3 mois. Je suis restée 3 ans. Quand j'ai débarqué à New York, j'ai compris que c'est la ville par excellence pour une femme comme moi. J'ai eu la chance d'être choisie par le directeur de la TAP à l'époque pour ouvrir le bureau de la TAP à New York aux Nations Unies pour les Nations Unies et les États-Unis. Et j'étais, pour ainsi dire, la première journaliste tunisienne accréditée auprès des Nations Unies. Cela m'a permis de tout apprendre, tout, comment travailler pour une agence de presse, l'anglais, la politique, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le tiers-monde, tout. C'était une très belle époque et une très bonne école pour moi. Malheureusement, elle n'a pas duré, mais je ne vais pas raconter l'histoire ici, c'est très long. Et donc, j'ai bifurqué, je suis allée à Rome pour ouvrir le bureau de l'agence de presse du Tiers-Monde à Rome et d'écrire pour le groupe des 77 et des non-alignés. Et là, je me suis spécialisée dans le développement, dans la faim dans le monde, l'agriculture, l'environnement. Et c'était une autre école. Et j'ai commencé à voyager et j'ai découvert que malheureusement, le tiers-monde reste encore dans la pauvreté et que les gens ne se développent pas et il y a un problème. Et un beau jour, je me suis dit, je ne peux plus continuer à écrire sur la pauvreté, le développement. Il faut agir, il faut faire quelque chose. En fait, je rêvais beaucoup de changer le monde, mais je me suis dit peut-être qu'il faut réduire les ambitions et aller changer un petit quartier en Tunisie. Et je suis rentrée avec mon mari, Michael Cracknell, paix à son âme. On est rentrés ensemble et on s'est dit, on va commencer petit. On n'avait rien. Dans nos valises, on avait beaucoup de livres. On a commencé un centre de documentation. On a ouvert Enda dans la cave et une pièce de la maison qu'on louait. Et on avait décidé de continuer à écrire des articles, travailler pour les institutions internationales en tant que consultant pour pouvoir survivre. Mais en fait, on savait ce qu'on voulait faire. On voulait apporter un changement concret. Et c'est comme ça que Enda est créé. On voulait avoir un impact sur les populations. Et moi, je voulais aussi, bon, vous allez me dire que c'est un peu romantique, je voulais rendre à mon pays ce que j'ai eu, ce que j'ai obtenu, parce que moi, je suis le fruit de l'époque Bourguiba. J'ai obtenu une bourse pour aller au lycée, à l'internat. J'ai obtenu une bourse pour faire mes études supérieures. Et je m'estime heureuse. Je me dis, j'ai eu le meilleur de ce que le pays pouvait offrir à l'époque, de très bons professeurs, une très bonne éducation. Il est vrai que les mentalités étaient ce qu'elles étaient, mais quand même, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et je voulais contribuer. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, si toute cette jeunesse tunisienne qui s'en va à l'étranger revient pour pouvoir contribuer au développement du pays, on pourra faire des merveilles. Voilà, Asma. Alors vous allez me poser la question peut-être, comment vous avez fait? C'est un miracle. J'avoue aujourd'hui que c'est un miracle. Je n'étais bonne ni en finance, ni en gestion, rien de tout cela. J'étais une rêveuse, journaliste à la limite, mais je ne sais pas comment j'ai réussi, avec Michael bien sûr, à recruter presque 4000 personnes, il en reste 2000 aujourd'hui, à les former, à leur donner les bonnes valeurs. Je pense que c'est ça le secret de Enda. Je pense qu'on a construit des institutions basées sur les valeurs. C'est le secret de notre réussite. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est Asma, la manager. Comment est-ce qu'on peut être, comme vous dites, avoir des rêves sociaux, romantiques, être plus dans le côté social et gérer 2000 personnes? Je vous ai dit, c'est un miracle. Non, j'ai appris, je me suis beaucoup formée. Je vous ai dit déjà que j'ai eu une très belle formation déjà quand j'étais à Rome et à Genève, mais aussi, pendant toutes ces années,
j'ai bénéficié de plusieurs formations, parce que quand tout le monde me posait la question, tu connais la microfinance? Je dis non, je ne connais pas. Alors comment tu oses dire que tu veux le faire? Je dis, mais je vais apprendre. Et au fait, j'ai beaucoup appris. Et je veux montrer que quand on veut, on peut. Donc j'ai beaucoup appris et j'ai recruté des gens, des jeunes aujourd'hui que je remercie et que je salue. Ils ne viennent pas des grandes écoles, hein, ce n'est pas les Ivy League des États-Unis, c'est des jeunes qui sont formés à l'école tunisienne, à l'université tunisienne. C'est des jeunes, comme je vous ai dit, qui sont issus pour la plupart des quartiers populaires et des zones rurales. Et c'est ce qu'il faut pour faire de la microfinance. Parce qu'aujourd'hui, nous visitons 3000 ménages. Donc, vous ne pouvez pas ramener quelqu'un de Suède pour aller visiter les 3000 ménages à Gabès ou à Tataouine. Donc, je pense que j'ai appris sur le tas. Mon style, moi j'ai appris ce que c'est le leadership parce que je ne sais pas ce que c'est, la vérité. Et j'ai posé la question à mes professeurs aux États-Unis et ils m'ont dit on est leader. Alors je ne sais pas, je ne sais plus si j'étais leader quand je suis née, mais en tous les cas je sais que je n'acceptais pas tout ce qu'on m'offrait. Je voulais autre chose, je voulais toujours faire autre chose. Je sais aussi que j'ai appris à être rebelle. J'étais rebelle et je le suis encore. Je suis rebelle contre le sort des femmes, le sort que nous a réservé notre société, nos traditions. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais quand même contribuer à offrir aux femmes tunisiennes, et j'espère un jour arabes et africaines, un tout petit peu de ce sentiment de liberté qu'on peut avoir quand on devient une femme entrepreneur, autonome, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut le faire. Et je pense que c'est le modèle que je mets de Enda pour pouvoir donner à tous les autres l'envie de faire quelque chose qui peut rendre les autres heureux, et ça vous rend heureux. Et au fait, mon style de management, je ne l'exerce plus parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis dans la gouvernance d'abord, je ne suis plus gérante de quoi que ce soit, je ne suis plus payée par Enda, mais tous les matins, je viens avec une nouvelle idée. Donc les soirs, quand je dors, je rêve de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et je lis. Ce que je reproche aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ne lisent pas. Je lis beaucoup et je vois ce qui se passe dans le monde et j'ai envie de copier ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas avoir honte de copier et de mieux faire si on peut. Donc, je pense que c'est peut-être ça le secret, je n'en sais rien. C'est parce que je ne m'ennuie pas, même à mon âge, je continue toujours à vouloir faire quelque chose qui peut rendre les autres heureux. Voilà le secret. Alors, si vous allez me demander quel est mon rêve pour l'avenir... Quel est votre rêve pour l'avenir? C'est toucher plus de monde, le plus grand nombre possible de gens. C'est former le plus grand nombre. C'est avoir des institutions pérennes, où il y a beaucoup de solidarité. C'est apporter notre savoir à d'autres contrées, d'autres pays. Comme j'ai dit, on a commencé à avoir des demandes d'Afrique subsaharienne. J'espère aussi un jour toucher l'Algérie et la Libye, qui sont nos voisins, où il n'y a pas de microfinance. Le rêve, c'est aussi, quand je vais mourir, j'aimerais savoir que Enda va continuer après moi. C'est très important pour moi. Sinon, ce serait gaspiller 35 années et 35 années, pour moi et Michael. C'est quand même beaucoup d'années. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la succession, la réussite de la succession. Parce que c'est pas qu'on a aujourd'hui des successeurs, mais il faudrait qu'ils continuent notre œuvre, qu'ils améliorent, qu'ils fassent mieux, qu'ils continuent de rêver, qu'ils fassent plus, parce que j'imagine que demain, il va y avoir de nouveaux problèmes aussi qui vont se poser à la société, au pays. Et j'aimerais beaucoup, je compte un tout petit peu, je ne suis pas très convaincue, je ne l'ai même pas utilisé, l'intelligence artificielle. J'en ai très peur. Mais je compte quand même sur l'intelligence artificielle et la bonne utilisation de l'intelligence artificielle pour trouver des solutions à ces vieux problèmes que nous trouvons aujourd'hui autour de nous dans la société que nous voyons. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne voyez pas l'état de l'environnement aujourd'hui en Tunisie. Je suis très triste de quitter la Tunisie alors qu'elle est devenue plus sale qu'avant. Donc j'ai envie qu'on travaille sur l'environnement. J'ai envie qu'on
qu'on laisse une planète qui peut nourrir toute la population, où on ne gaspille pas les ressources. Et au fait, c'était notre mantra, Michael et moi, c'est travailler sur l'environnement. On l'a délaissé un tout petit peu parce qu'on s'est occupé des activités économiques. On s'est dit que la population a surtout besoin de vivre, d'améliorer ses conditions de vie. Ensuite, on passe à l'environnement. Mais au fait, on s'est trompé parce qu'on ne peut pas se nourrir, envoyer ses enfants à l'école en vivant dans des quartiers sales. On ne peut pas continuer aujourd'hui à ignorer les sacs en plastique et la dégradation de l'environnement, de la biodiversité autour de nous. Donc, mon rêve, c'est que d'autres fassent mieux que moi, qu'ils trouvent des solutions, qu'ils travaillent, qu'ils arrivent à convaincre les jeunes demain pour faire que la Tunisie redevienne ce pays, ce beau pays vert, ce beau pays où les jeunes vont vouloir revenir, les jeunes qui sont partis ailleurs dans le monde vont se dire un jour, moi, je peux faire quelque chose pour ce pays. Et ils reviennent comme moi, comme toi, comme d'autres, pour se dire, moi aussi, je veux contribuer au développement de mon pays. Voilà mon rêve. Asma Brahmida, on va passer maintenant au moment plus important de l'émission, c'est les questions Fast and Curious. Asma Brahmida, 21e ou 20e siècle? 22e siècle. 22e, pourquoi? Ouais. Faut argumenter, hein? Oui. Le 21e, malheureusement, on nous a dit qu'il allait être le siècle de la spiritualité. Je découvre que ce n'est pas le cas. C'est aussi le siècle des guerres, c'est le siècle des conflits, le siècle du chômage. Donc j'ai espoir qu'au 22e siècle, tous ces problèmes seront résolus. Très bien. Chat ou chien? Oh, surtout chat. J'adore les chats. J'ai 5 chats. J'ai remarqué sur votre Facebook beaucoup de chats. chats. Et j'ai beaucoup de chiens aussi. Mais c'est nouveau, les chiens. J'aime tout le monde. J'ai aussi un cheval, j'ai des tortues, j'aime les animaux. Et un jour, peut-être, mon verger deviendra un refuge pour les animaux. Anda animaux? Anda hayawanat? Pourquoi pas? Kalthoum ou Fayrouz? Oh, Kalthoum, quand même. Je vous ai dit que je rêvais d'être Kalthoum. Et vous avez partagé aussi des vidéos de Fayrouz, en fait. Si, j'aime Abdelheb, j'aime Fayrouz, mais j'adore Kalthoum. Et je vais vous dire le secret. Je pense que quand j'étais enfant, mon père écoutait Kalthoum, mon grand-père écoutait Kalthoum. Donc les gens attendaient ce rendez-vous du jeudi soir. Je pense que c'est le jeudi soir. Le jeudi soir ou au mercredi soir, je n'en sais rien, pour écouter Kalthoum. C'était le seul moyen. Et puis Kalthoum, c'est toute ma jeunesse, c'est mon adolescence, c'est l'amour, j'adorais ces chansons et j'adore encore. Et d'ailleurs, j'ai même essayé d'expliquer le phénomène avec une psychanalyste, une Suissesse à Rome. J'ai dit, vous ne comprenez pas, mais Kalthoum, c'est quelque chose qui me bouleverse, ça me fait pleurer. Et en fait, elle a trouvé pour moi la réponse, elle m'a dit, c'est parce que ça te permet de communiquer avec la spiritualité. Tu communiques à travers ce chant, et effectivement, parce que ce que chante Kalthoum, l'amour qu'elle chante, ne s'applique à aucune personne. C'est beau, c'est très beau, c'est beau dans l'absolu. Et je pense que c'est Kalthoum qui exprime la spiritualité des Arabes, et c'est pour ça qu'elle est aimée par tout le monde. Pièce de théâtre ou concert? Je dirais concert, même si j'étais actrice, et j'aime le théâtre. J'aime le théâtre aussi. Donc disons que j'aime les deux. J'aime les deux. Et même dans la musique, j'aime la musique classique et j'aime la musique arabe, mais pas la moderne. Alors là, du tout. Hein. Je suis désolé, vous avez partagé une vidéo, un concert de Nida Liahaoui qui reprend du classique du Nord-Ouest, mais sur des sons techno et rock. Oui, j'ai dû me tromper alors. Non, mais bon, des fois j'apprécie, des fois je deviens jeune et j'apprécie la musique des jeunes. Mais au fait, je suis beaucoup dans la musique des vieux et des anciens.
Et je cherche tout ce qui est vieux. Parce que je pense que c'est là que la capacité des gens à innover avec la voix et avec l'imagination, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, on ne pouvait pas copier, ça ne pouvait sortir que de ses propres capacités intrinsèques. Asma Mlahmida, avant de terminer, le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, je voudrais quand même rendre hommage à un homme, mon compagnon, mon mari, que j'ai ramené avec moi de Rome et de Genève pour servir mon pays. Michael Cracknell, qui est décédé en juillet dernier, à qui on a rendu hommage, mais j'aimerais quand même lui rendre hommage ici aussi, pour dire que sans lui, je n'aurais pas pu faire tout ça. Il m'a donné le courage, il m'a beaucoup aidé. Au fait, c'est un joint venture. Enda, ce n'est pas Asma, c'est Michael et Asma et les autres. Donc, il était là, il m'appuyait, il m'encourageait. Et c'est drôle de trouver quelqu'un qui laisse Londres, Paris, Rome, qu'il adore, sa famille, ses enfants, et qui vient s'installer en Tunisie et qui devient, pour les Tunisiens de Haïta Daman, Ami Michael, qui a mis toutes ses capacités, tout son savoir, tous ses rêves aussi au service de la Tunisie. Donc je voudrais ici le remercier pour tout ce qu'il a fait pour mon pays et pour mes compatriotes. Merci beaucoup Asma Mlahmida, c'était très instructif, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité, à mon âge, de m'exprimer en tant qu'entrepreneur, entrepreneur social, et de pouvoir dire aux autres ce qu'est Enda, ce qu'est un parcours d'une Tunisienne qui a vadrouillé, qui a vu le monde et qui est revenue servir son pays. J'espère que je serai un modèle pour beaucoup d'autres jeunes Tunisiens. Merci. Voilà, cette émission est terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On remercie l'hôtel d'Al Jannan Spa pour nous avoir accueillis. Merci également à la marque de vêtements Spadadi Battaglia. Remerciements aux partenaires de l'émission. Cette émission a été préparée et réalisée par Selim Hafsaya, moyen technique Plis.tn. On rappelle que cette émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube Le Club Entrepreneur Télé, également sur les pages de notre partenaire médiatique Entreprise Magazine et sur notre site web leclubentrepreneur.tn. Au revoir. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.